Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'exploration de Vénus a connu ses plus beaux jours pendant le programme soviétique Venera. Entre le début des années 60 et le milieu des années 80, une vingtaine de sondes ont été tirées à destination de notre plus proche voisine. Une aventure qu'on vous a contée dans un dossier de l'espace dédié. Venera 7 est parvenu à déposer le premier atterrisseur sur une planète autre que la Terre, et Venera 13 a ramené les premiers clichés en couleur de la surface de Vénus en 1982. Il nous montre un monde étrange, dissimulé sous un épais manteau de dioxyde de carbone. Les atterrisseurs du programme Venera étaient de véritables coffres-forts, pensés pour encaisser des pressions extraordinaires et des chaleurs infernales. Malgré toute l'ingéniosité déployée par les ingénieurs du programme spatial soviétique, aucun d'entre eux n'a survécu plus de 2 heures à la surface. Vénus est tout simplement trop hostile pour les machines humaines. La surface de Vénus représente certes un défi considérable, mais elle renferme aussi des secrets fascinants. Pas plus tard que lundi dernier, une équipe helvético-américaine a annoncé avoir identifié 37 volcans actifs à la surface de notre voisine blanche. Une étude qui contredit l'idée d'une planète géologiquement morte. D'autres chercheurs pensent qu'avant d'être transformée en cocotte minute, Vénus a accueilli des océans et peut-être même la vie. Si seulement des rovers pouvaient arpenter librement sa surface, quelle fantastique histoire Vénus aurait à nous raconter. L'idée d'un rover vénusien n'est en fait pas si saugrenue que ça. Le JPL et le centre de recherche Glenn de la NASA réfléchissent à un tel concept depuis déjà quelques années. En étant très créatifs et en abandonnant presque toutes les idées préconçues associées à un rover d'exploration planétaire, on peut en effet imaginer une machine mobile capable de survivre à la surface de Vénus pendant plusieurs mois. Pour y parvenir, il faut commencer par prendre en compte les contraintes de l'environnement. Elles sont très nombreuses, à commencer par la température. Celle-ci s'élève en moyenne à 460 degrés. C'est suffisant pour faire fondre le plomb et détruire rapidement toute électronique d'un rover. C'est probablement ce qui est arrivé aux atterrisseurs Venera. On peut imaginer protéger celle-ci dans un compartiment étanche et isolé, mais ce compartiment a toutes les chances de se faire éclater par les 93 bars de pression ambiante au niveau de la surface. Venera 6 s'est ainsi faite broyer alors qu'elle était en train de descendre dans l'atmosphère à 11 km de la surface. Imaginons tout de même qu'un rover bâti comme un tank parvienne à protéger tous ses systèmes électriques et électroniques une fois au sol. Comment les alimenter ? Vénus a beau être proche du Soleil, très peu de sa lumière arrive jusqu'à la surface. Des panneaux solaires auraient bien du mal à fournir assez d'énergie pour faire bouger un rover classique et ses tonnes de blindage. Un RTG quant à lui ne pourrait pas vraiment exploiter un différentiel de température au milieu de l'enfer vénusien. Pas d'énergie, donc pas d'instruments scientifiques, pas de déplacement et pas de rover. Le problème semble insoluble. Et pourtant, l'agence spatiale américaine pense détenir des solutions à tous ces problèmes. Elle passe par un concept de rover dénommé Harry. Pour enrichir sa réflexion, l'agence a par ailleurs lancé en février dernier une compétition de design centrée sur l'idée d'un rover vénusien. 15 concepts ont retenu son attention. Alors concrètement, comment un rover pourrait-il survivre et faire de la science au beau milieu de l'enfer ? Les systèmes électriques et électroniques sont les plus difficiles à faire survivre. La première décision à prendre est donc de s'en débarrasser autant que possible. À la manière d'un automate du 19e siècle, un rover vénusien doit avant tout s'appuyer sur la mécanique. Avant l'apparition du transistor, de nombreux systèmes logiques permettaient d'automatiser des tâches ou des calculs à l'aide d'un ensemble de rouages, de clés ou de cartes perforées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers américains étaient équipés de viseurs entièrement analogiques, capables de calculer l'angle d'impact des bombes et de stabiliser la tête de visée sans l'aide d'aucun processeur. En 1949, l'économiste néo-zélandais Bill Phillips avait créé un ordinateur reposant sur la logique des fluides pour simuler l'économie britannique. Et même les tout premiers vaisseaux spatiaux ont fait appel à des centrales de positionnement sans aucune électronique.
Voici par exemple l'instrument de navigation Globus qui affichait la position des vaisseaux Voskhod au-dessus de la Terre grâce à une logique codée dans ses centaines de rouages. Les ordinateurs mécaniques ont aujourd'hui largement disparu, supplantés par les capacités sans égales des semi-conducteurs. Ils sont cependant bien plus robustes face aux températures extrêmes, telles qu'on en trouve à la surface de Vénus. L'équipe responsable du concept Harry pense qu'il s'agit de la solution pour doter un robot de surface d'un cerveau. Bon, ils envisagent tout de même de tricher un peu. Leur dernière version du concept repose sur un calculateur électromécanique. Étonnamment, il est possible de faire beaucoup de science sans aucune électronique. Les instruments scientifiques d'un rover vénusien pourraient mesurer la vitesse du vent, la pression atmosphérique ou la température sans qu'aucun courant électrique ne soit impliqué. On peut même imaginer un sismomètre, voire un laboratoire d'analyse chimique d'échantillons qui ne repose sur aucun capteur électronique. Bon, évidemment, il serait impossible de concevoir une caméra fonctionnant sur ce principe. Notre rover pourrait par contre accepter une charge utile électronique à durée de vie courte. Ses premières heures à la surface pourraient ainsi être accompagnées de photos ou de mesures spectrométriques. Une fois toute cette électronique cramée, il se reposerait sur sa partie électromécanique pour la suite de sa mission. Prendre des mesures c'est bien, mais encore faut-il pouvoir nous les communiquer. Ce problème est définitivement un des plus complexes à résoudre. Mais là aussi, des solutions sont envisageables. Notre rover pourrait par exemple se reposer sur la manipulation là encore mécanique de réflecteurs radars. Ces derniers seraient illuminés par un orbiteur. Le rover pourrait alors coder du morse ou du binaire dans les réflexions renvoyées. Une autre solution passerait par une récupération. Le rover stockerait ses découvertes sur un support physique, lesquels seraient lâchés à l'aide d'un ballon atmosphérique, qu'il faudrait ensuite récupérer en haute altitude. C'est clairement un exercice périlleux et complexe, mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? Bien, admettons qu'il soit possible de concevoir un robot capable de mesurer, de calculer et de communiquer sans aucun transistor. Cela n'en fait toujours pas un rover. Il faut en plus disposer d'une source d'énergie et être capable de se déplacer et de naviguer au milieu du paysage escarpé de Vénus. Vénus offre bel et bien une source d'énergie en abondance, l'énergie éolienne. Notre voisine est connue pour ses formidables vents capables d'atteindre plusieurs centaines de kilomètres par heure en altitude. Au niveau du sol, ils sont beaucoup plus faibles, mais restent largement suffisants pour entraîner les pales d'une hélice. Qui plus est, une éolienne s'intègre bien dans un concept reposant sur la mécanique. Elle transforme les courants atmosphériques en un mouvement rotatif. Habituellement, ce mouvement est ensuite reconverti en électricité. Mais pour notre rover, cette opération n'est pas nécessaire. L'énergie mécanique peut être directement stockée, dans des ressorts ou des tendeurs, voire communiquée aux roues pour assurer la locomotion du système. Le problème de la navigation est plus complexe. En l'absence de caméra et d'une programmation souple, le système doit être autonome et suffisamment intelligent pour ne pas rester bloqué contre un rocher ou chuter aux abords d'une falaise. C'est sur ce sujet que la NASA a lancé un appel à idées. Il a été largement entendu, puisque quelques mois plus tard, 572 concepts issus de 82 pays avaient été soumis. Certains sont allés jusqu'à fabriquer des prototypes tels que celui-ci pour démontrer leurs idées. Pour remporter la compétition lancée par la NASA, le système devait bien entendu être mécanique, et il devait reconnaître des rochers ou des trous de plus de 35 cm et des pentes de plus de 30 degrés. La solution que vous voyez à l'écran utilise par exemple un poids libre pour déterminer l'angle d'une pente sur laquelle évolue le rover. Lorsque cet angle devient trop important, une goupille lâche signale pour l'ordinateur mécanique du rover qu'il est temps de faire demi-tour et d'essayer une autre direction. Cet autre système, cette fois une simple simulation, montre comment un capteur constitué de 3 petites roues peut faire la différence entre des obstacles qui sont franchissables et d'autres qui ne le sont pas. En rassemblant toutes ces idées, un rover capable de survivre sur Vénus n'apparaît plus comme une mission si impossible que ça, à condition d'en accepter les limitations. Un rover presque complètement mécanique peut certes survivre et se déplacer à la surface d'une planète, mais sa portée scientifique restera limitée. Notamment du fait de ses faibles moyens de communication. Il est par exemple impossible de lui envoyer des instructions ou de le reprogrammer en cours de route. Peut-être qu'un système hybride constituerait le meilleur des deux mondes. Une simple antenne radio faciliterait grandement la vie d'un explorateur de l'enfer vénusien.
Pour le moment, l'idée portée par Harry n'est pas prévue pour devenir une mission réelle. Elle est développée au sein du programme NIAC, aux côtés d'autres concepts audacieux qui cherchent à révolutionner les solutions d'exploration spatiale. Elle pourrait cependant être adaptée à d'autres environnements difficiles. On pense par exemple à la surface de la Lune jovienne Europe qui est bombardée de radiation ou à celle de Mercure qui peut se montrer particulièrement difficile côté température. Bien entendu, il faudra revoir une partie du système. Impossible par exemple d'avoir recours à l'énergie éolienne sur ces deux mondes. En attendant, cet exercice nous rappelle que l'électronique n'est pas forcément la réponse à tous les problèmes. Des systèmes mécaniques peuvent accepter une logique complexe tout en offrant une résistance supérieure à certaines conditions. Et ce sont peut-être ces propriétés qui nous permettront un jour d'aller sonder les mystérieux volcans de Vénus. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 2 août à 18 h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.